Elle a indiqué Laurent Nunez, le préfet. Il a raison d'ailleurs, monsieur Nunez. Ah oui. Franchement, il a raison. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et s'il ne le faisait pas, on lui reprocherait. Exactement. Donc là, je suis clair là-dessus. Je trouve qu'il a raison. Mais ça en dit beaucoup. Exactement. 5400 forces de l'ordre mobilisées, c'est énorme. Pour avoir un ordre d'idée, pour le 1er mai, c'était 2000 effectifs des forces de l'ordre. Donc là, on est à plus du double de ces effectifs des forces de l'ordre. La moitié de ces 5400 policiers et gendarmes seront déployés sur le secteur des Champs-Élysées. On a d'ailleurs appelé des policiers qui étaient en week-end ou en repos pour venir renforcer ces effectifs. À partir de midi, tout le secteur autour de la place de l'Étoile sera bloqué. Aucune circulation possible. Et à partir de 18h, tout simplement, plus personne ne pourra y accéder. La place de l'Étoile sera un no man's land. Sur le reste des champs, la circulation sera, elle, interdite à partir de 18h. Pour y accéder, il faudra passer des barrages, des fouilles, des palpations vont être réalisées. Évidemment, port de l'alcool, port d'armes, port d'engins pyrotechniques interdits. À partir de 19h, tous les commerces des Champs-Élysées vont devoir fermer. Et les restaurants aussi, c'est ça qui est la preuve. Il n'y a que les hôtels qui pourront Ah oui, les hôtels, ouverts. c'est gentil, on ne demande pas aux gens de partir. Les hôtels. Et il faudra montrer les pattes blanches. Et avec fouille, si c'est possible, des sacs des personnes qui vont devoir aller dans ces hôtels. Mais je vais vous dire, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'une seule fois en France, les restaurants aient été fermés sur les Champs-Élysées. Ouais. Je crois que ce n'est jamais arrivé. Le 14 juillet, nous sommes d'accord que c'est ouvert. Le 31 décembre, les restaurants sont évidemment ouverts. C'est la première fois qu'en France, tous les restaurants des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, sont fermés. Donc les gens, ils se disent, un samedi soir de mai. Donc qui va rembourser les restaurateurs ? Personne. Donc personne. Exactement, personne. Et quel que soit le résultat du match. Hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il gagne ou qu'il perde. Oui. Alors si, alors ça, franchement, si tu gagnes, face je perds. Oui, non mais si il y a défaite, donc il n'y a pas parade dimanche et les restaurateurs auront le droit de rouvrir. Il n'y a pas de parade dimanche. Nous sommes d'accord. Mais si victoire, parade dimanche, et fermé. Je ne suis pas sûr que ce soit très malin de faire une parade sur les Champs-Élysées. Vous l'aviez dit. Je pense que ça serait pas mal de réunir tout le monde au Parc des Princes. Bon, c'est le choix qui a été fait, d'aller se balader sur les Champs-Élysées. Ça se passera sans doute bien s'il y a beaucoup de... Ça s'est déjà fait plusieurs fois. Avec les Verts, avec les Coupes du Monde. C'est pas la même société. On va quand même pas renoncer. Avec les Verts, c'était vraiment d'abord, ils avaient perdu. Époque, oui. Ils avaient perdu, mais bon. Écoutez Laurent Nunez, qui était ce matin sur l'antenne de CNews. Il y a toujours évidemment cette menace terroriste qui est présente, qui est là. Et puis bien sûr les risques délictueux classiques. Donc voilà, quand il y a du monde dans l'espace public, il y a du bleu comme on dit. C'est ce que nous faisons demain soir. Et notamment sur les champs. J'insiste sur les champs. Ce sera évidemment un secteur prioritaire où nous protégerons les commerces des champs, y compris dans les axes perpendiculaires aux Champs-Élysées. Il y aura des policiers ou des gendarmes mobiles ou des effectifs de la préfecture de police, sous l'autorité du préfet de police, qui interviendront à la moindre exaction. Et on sera extrêmement ferme. C'est aussi une mise en garde que j'adresse ce matin. On sera évidemment extrêmement ferme dès lors qu'il y aura des dégradations, des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura des interventions de police. Bon, il a évidemment raison, Laurent Nunez. Simplement, après les incidents d'Arsenal le 8 mai, Tanguy Hamon, parce qu'on se demande toujours quel est le suivi. On peut sans doute voir ce qui s'était passé, ces magasins qui avaient été cassés, etc. Est-ce qu'on sait combien il y a eu d'interpellations, combien il y a eu de comparutions immédiates, combien de gens peut-être sont en prison à l'heure à laquelle je parle? Est-ce qu'on sait tout ça? Ce soir-là, il y avait eu 47 interpellations et 29 de ces interpellés avaient été placés en garde à vue. Ce matin, le préfet de police a été interrogé. Il n'a pas su répondre, il n'a pas su donner les chiffres des suites judiciaires de ces individus placés en garde à vue. Est-ce qu'ils sont mis en examen? Est-ce qu'ils ont été déférés? Pourquoi on n'a pas les suites? Pourquoi, même en termes de pédagogie, en termes de... Souvent, dans ces cas-là, c'est très difficile de monter un dossier sur les personnes. Ils sont... faut dire aussi, souvent très bien défendus, et les policiers, des fois, ont du mal à trouver les éléments vraiment pour les incriminer. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut changer d'ailleurs la loi et faire revenir à la loi anti-casseurs, quand on en a parlé 12 millions de fois. Ça. La loi anti-casseurs. C'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une très bonne idée. Je fais partie d'un groupe violent, j'en assume la responsabilité. Nous sommes... pas besoin de prouver ce que j'ai fait personnellement. J'y suis, j'assume toute la responsabilité. Nous sommes pas... Mais ça existait en France et ça a été très bien jusqu'à M. Badinter. Oui, ça a été oui, exactement. Donc, écoutons ce que disait M. Nunez sur cette demi-finale et les incidents.
On a interpellé environ une 60aine de personnes. Quelques-uns ont été ensuite poursuivis. Mais ce qui compte dans notre action de police, c'est aussi d'extraire les personnes de la voie publique qui commettent des dégradations. Et vous avez raison de rappeler, puisque on est un peu agacé à la préfecture de police quand on entend dire effectivement que c'était le chaos pour cette demi-finale. On a eu malheureusement, et je le déplore, un commerce pillé. On a eu 3 vitrines de commerce qui ont été dégradées. Le mobilier urbain sur les Champs-Élysées n'a pas été touché. Les fonctionnaires ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour éviter qu'il y ait des incidents. Donc non, c'était pas le chaos. Il y a eu des incidents, je le déplore, c'est pas normal, mais nous avons été extrêmement réactifs. Bah, c'est pas le chaos. Non, c'est pas le chaos. C'est sûr que tout n'a pas brûlé, mais t'as pas envie de te balader sur les Champs-Élysées. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse sur la sécurité. J'ai entendu que la foire du trône. J'ai lu la même chose, absolument. 40% de fréquentation en moins. Les tickets sont bradés. Voilà, exactement. Mais ça, c'est pour ça que, en fait, les commerçants de la foire du trône, un jour, ils vont faire le ménage. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Comment on peut les appeler, des gens qui sont pas convenables. C'est la zone pour parler. Bon, c'est la zone. Bon. C'est vraiment la zone, je vous assure. J'étais avec une mère de famille, je peux la nommer, c'est Anissa, que vous entendez sur l'antenne d'Europe 1. Sa fille lui a dit, je voudrais aller à la foire du trône. Anissa a dit, il est hors de question que tu ailles à la foire du trône. Alors après, elle dit, ma fille n'est pas contente. J'ai compris. Mais oui. Donc, je ne suis jamais retourné. Donc voilà. Mais ça montre 40%. On leur fait pas d'abonnement. 40% de baisse. Plus personne ne veut y aller. Ça montre encore une fois le coût abyssal et protéiforme de l'insécurité en France. Exactement. On parle toujours de l'impact humain, de l'impact économique, mais on parle jamais du coût immatériel, du coût civilisationnel. Tous ces moments de fête qui sont gâchés, ces moments de joie, de quiétude du quotidien qui deviennent juste des inquiétudes terribles pour les gens ordinaires et une source d'angoisse terrible pour les autorités. Joachim Le Floch-Imad, je vous propose d'écouter une restauratrice qui a pris la parole. Ce matin, je l'ai appris, donc je ne me suis pas organisée vraiment parce que j'ai fait des commandes pour le samedi soir et en fait, elles sont arrivées. Et donc, on sera obligé de fermer à 19h, donc pas de service du samedi, c'est quand même un paire de chiffres d'affaires. Et c'est pénible parce que c'est tout le temps. C'est rien qu'un match et on est obligé de fermer. C'est grave, ça ne s'arrange pas, on a ras-le-bol. On a été impacté partout, les gilets jaunes, les attentats. Au moindre incident, l'autre fois, il y avait un problème chez Sephora, tout le monde est sorti, tac, ça nous a fermé. C'est usant. Bon, vous avez parlé du coût civilisationnel. Bon, c'est un petit peu... immatériel. Oui, mais vous voyez, là, je reçois un message... S'il n'y a pas un événement festif, si on est condamné à ne plus jamais aller à un événement festif sans être en danger, il y a quand même un problème civilisationnel. Oui, mais c'est une guerre contre la vie. Rachel Kahn. C'est une guerre contre la vie, contre justement les restaurants, les commerces, etc. Mais le préfet de police a soulever en premier lieu la menace terroriste. Oui, mais non, mais je pense que quand il y a des j'aime beaucoup Monsieur Nunez, oui. Mais je pense que c'est une manière de ne pas dire les choses. La vérité, c'est que il y a des gens qui sont incapables aujourd'hui d'avoir le moindre civisme pour partager et respecter, et vous le savez et nous le savons. Moi, je suis d'accord avec Joachim sur le préjudice civilisationnel. D'ailleurs, je rappelle que le président de la République lui-même avait parlé de décivilisation. Il ne faut pas avoir peur d'employer les termes qui conviennent. Hein. Écoutez, là, je reçois un petit message qui dit tout de l'état de la France. 2 villes, 2 ambiances, 2 pays, 2 ambiances. Samedi 17 mai, j'étais à Lisbonne. Ce jour-là, le Sporting fêtait une victoire historique et près d'1 million de personnes ont fait la fête toute la nuit. Mon hôtel était à quelques pas des festivités et je puis vous dire que c'était bon enfant. Le lendemain, pas de voiture brûlée, pas de commerce pillé, tout était nickel. Bah oui, vous allez au Portugal, effectivement, il suffit d'aller au Portugal parce que la sociologie du Portugal n'est pas la même que la France. Enfin, pardon de le dire de cette manière-là, mais c'est la réalité. C'est la sociologie de notre pays qui fait que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Et plutôt qu'interdire les gens de fumer, sur la plage, ça c'est facile, je le dis, mais s'attaquer aux vrais problèmes depuis 30 ou 40 ans, ça, il n'y a plus personne. Alors, juste un mot sur le Portugal, parce que on a un peu parlé, puisque personne n'en parle, il y a eu quand même des élections législatives qui ont été anticipées, et le deuxième parti aujourd'hui au pouvoir est le parti Chega, qui est un parti de la droite nationaliste. Contre toute attente, il est passé de 1, et quelques pourcentages à être aujourd'hui le deuxième parti du Portugal. Bon. Et les Portugais en France, majoritairement, ont voté pour cette formation de la droite radicale.
Bon, et que je sache qu'il n'y a pas de problème avec la communauté portugaise en France depuis 40 ans qu'elle est en France. Non. Comme il n'y a pas de problème avec la communauté vietnamienne. Comme il n'y a pas eu de... nous sommes d'accord. Il n'y a pas eu d'émeute quand le Portugal a gagné l'Euro de foot, en effet. Oui, exactement. Donc, voyez peut-être un sujet en avant-match sur ce Paris Saint-Germain, l'Internazionale. Vous savez que l'Inter, c'est le club a priori des pauvres et l'AC Milan, c'était le club des riches. Bon, je caricature, des bourgeois, disons. Oui, alors, mais même avant, c'est plus... D'ailleurs, on dit l'AC Milan. Et pas le Milan AC, c'est l'AC Milan. Et l'Internazionale est Milan. C'est pas l'Inter de Milan, c'est l'Inter Milan. Et dessus. Oui, précision. Bah oui, important. 5400 effectifs mobilisés à Paris et en petite couronne pour la finale de la Ligue des Champions. Laurent Nunez promet un dispositif massif avec 3400 effectifs de plus que pour la demi-finale. Dès samedi midi, la circulation sera coupée sur les Champs-Élysées et ses perpendiculaires. À partir de 18h, l'étoile sera inaccessible et à 19h, tous les commerces sauf les hôtels seront fermés jusqu'à lundi minuit. Je ne veux pas voir des voitures circuler avec des drapeaux après le match. Parmi les mesures de sécurité imposées, le préfet de police de Paris a décidé d'interdire le port et le transport d'alcool et d'armes, ainsi que l'usage et le port d'artifices de pyrotechnie. Dimanche, en cas de victoire du PSG, les joueurs défileront à partir de 17h du rond-point des Champs-Élysées jusqu'à l'Étoile, une possibilité déjà anticipée par Laurent Nunez. Pour accueillir le public, 3 boxes sont prévues pour un total de 110 000 spectateurs. Après la parade, direction le Parc des Princes où les joueurs, en cas de sacre, présenteront à 21h30 le trophée de la Ligue des Champions aux supporters abonnés. Paris, c'est un slogan historique de Paris. Je vous propose d'écouter des supporters. Cette fois, parlons football. Comment ils envisagent le match de demain soir? À la tenue du match, avec le fameux flocage de la finale. Parce que dans Munich, on doit représenter les couleurs de Paris. Et c'est important d'avoir la tenue avec nous. Je vais à Munich. Effectivement, je fais partie, comme l'a dit mon collègue, des chanceux. Je suis abonné depuis des années et des années. L'assiduité est enfin récompensée. J'ai pu acheter mes places lors de la vente officielle. Donc super content et fier de faire le voyage à plusieurs. Et j'espère qu'on ramènera la victoire. On y croit. Ça sera vraiment incroyable si on la gagne. Et moi, j'y crois fortement. Les larmes montent un peu, mais c'est un rêve. En tant que supporter parisien, première finale où on peut assister, c'est un vrai rêve. C'est vrai qu'après tant d'années, on a beaucoup souffert. Ce parcours, il était très compliqué. Au final, on est là, on est derrière le PSG, ça fait des années. Et voilà, c'est un aboutissement, on va dire. Bon, demain soir, vous allez tous regarder, j'imagine. Oui. Vous êtes tous fans de foot? Ah là, il y a de la musique. Non. Moi, je serai à Nice. Alors ça, ici, c'est Paris. Oui. Voilà. Alors, on pense à Daniel Echter, parce que c'est quand même Daniel Echter qui a créé ce... Exactement, et on pense à Francis Borrelli, Michel Denisot, qui a été un président aussi important du Paris Saint-Germain, parce qu'il a gagné une Coupe d'Europe. Ils ont été invités. Je sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas. Vous avez tous regardé? Oui, je quitterai Roland Garros un peu plus tôt exceptionnellement. C'est plus calme. Ce sera plus calme. Quoique paraît-il, maintenant Roland Garros, les gens sont un peu moins bien élevés. Et puis alors, si vous voulez aller vous promener sur les antennes du groupe Canal, sachez que depuis hier, il y a 40 heures de programme avec toute l'équipe, la Dream Team de Canal, autour d'Hervé Matou, les équipes de Thomas Sénécal, il y a Caroline Henry bien sûr. Bertrand Latour, Sidney Govou, Laure Boulot, j'espère n'oublier personne. Il y a David, sans doute Ginola également. Donc, regarde. Un pronostic, Pascal. Je pense que le PSG va gagner. C'est bien. Oui. Je pense que le PSG. De toute façon, les finales de Coupe d'Europe, si vous jouez 1-0, déjà vous avez une bonne probabilité de gagner, parce que le nombre de finales qui se terminent par 1-0. D'ailleurs, le Marseille a gagné 1-0 contre l'AC Milan. Paris avait perdu 1-0. Et Paris avait perdu 1-0 et Paris a aussi gagné 1-0 en 96 contre la finale de Coupe des Coupes. Donc c'est souvent 1-0 qui est joué. Un petit mot pour saluer les Messins et qui ont gagné leur billet en Ligue 1 hier. Et pour vous dire la folie du football, l'équipe de Reims, entendez bien ce que je vais vous dire, l'équipe de Reims a été barragiste moins d'une minute durant toute la saison. Et à la dernière minute du dernier match, à la 99e minute, je ne sais pas si on va voir les buts, Reims a été barragiste pour la première fois de la saison. Oui. À cause de cette place de barragiste, ils ont été obligés précisément de jouer les barrages. Et ils sont en Ligue 2 ce matin.
Et c'est la folie du football. C'est-à-dire que tes présidents, en l'occurrence le président Caillot, il doit se dire, mais c'est terrible. Toute la saison, tu n'es jamais barragiste, tu es barragiste moins d'une minute sur un pénalty. Et le Havre qui met un pénalty à la dernière seconde. C'est sur un pénalty qui arrive, on ne sait comment, et à l'arrivée, tu te retrouves en Ligue 2. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le foot, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, simplement, je veux dire, parce que il arrive qu'on soit repris, mais barragiste, nous sommes deux au moins. Ah oui, vous savez pas ce que ça veut dire. On n'a pas tout compris, voilà. Ça va de soi. Je suis d'accord. C'est une langue qui est un peu étrangère pour moi. Mais vous savez qu'il y a une célèbre journaliste qui pensait que les buts marqués à l'extérieur, c'était quand on jouait en dehors d'un stade, quoi. Je vous jure, c'est dans le dossier. J'ai les bases. En fait, tu as 18 équipes en Ligue 1. Tu en as 2 qui descendent, quoi qu'il arrive, et tu en as 2 qui montent de Ligue 1. Oui. 2 de Ligue 2 et 2 de Ligue 1. Bien sûr. Et l'équipe qui est 16e de Ligue 1, elle est ce qu'on appelle barragiste. Elle jouera contre le 3e de Ligue 2. 3e de Ligue 2. Vous m'entendez? Oui. Bon. Et c'est ce qu'on appelle un match de barrage. D'accord. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir 3 montées automatiques, 3 descentes automatiques. C'est pas le cas. Il y a 2 montées automatiques, 2 descentes automatiques. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est. Pour être supporter de foot, c'est bac plus 5.